Personne n'en parle et pourtant, le Gabon est en train de vivre l'un des changements les plus discrets, mais aussi l'un des plus importants de toute son histoire. Un changement lent, presque invisible, mais impossible à arrêter. Un changement qui impactera chaque Gabonais sans exception. Selon les décisions prises aujourd'hui, ce changement pourra être maîtrisé ou devenir dévastateur pour l'avenir du pays. Si vous vivez à Libreville, vous avez probablement déjà aperçu un signal très clair, sans forcément mesurer la portée, qui montre que le pétrole gabonais entre dans une phase de déclin irréversible. Et le plus troublant dans cette histoire, c'est que le Gabon avait identifié la solution pour préparer l'après-pétrole. Une solution de long terme, une solution rationnelle. Par manque de discipline, nous sommes passés à côté. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble l'enjeu majeur du futur économique du Gabon et surtout comprendre pourquoi saisir ce problème aujourd'hui, c'est peut-être comprendre avant tous les autres l'un des bouleversements les plus profonds du monde à venir et ses conséquences directes pour notre pays. Installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit pour comprendre. Bienvenue sur votre nouveau média, bienvenue sur Nze Explore. Mais avant d'aller plus loin, regardons ensemble ces images. Ces voitures, vous les avez déjà peut-être croisées dans les rues de Libreville. Elles sont belles, modernes, mais surtout elles sont de plus en plus accessibles. Prenons un exemple simple. Une Toyota Land Cruiser V8, que beaucoup connaissent, peut coûter près de 100 millions de francs CFA. Pendant ce temps, un SUV électrique comme le Jeto T2 se situe autour de 30 à 40 millions de francs CFA. Aujourd'hui, pour certains Gabonais, une voiture électrique neuve devient plus attractive qu'un véhicule thermique. Et ce détail, qui peut sembler anodin, est en réalité un signal très sérieux. Un signal qui inquiète profondément les pays producteurs de pétrole. Pourquoi ? Parce que le Gabon dépend encore fortement des exportations pétrolières. Et parce que, selon de nombreuses études d'institutions internationales, le monde est en train d'évoluer. Progressivement, les économies se détournent du pétrole et se tournent vers d'autres sources d'énergie. L'électricité pour les voitures, le nucléaire pour certains transports maritimes et les technologies de plus en plus compétitives. Résultat, ces nouvelles solutions deviennent, dans de nombreux cas, moins chères à produire et à utiliser que le pétrole. Selon plusieurs rapports, dont ceux de la Banque mondiale, la demande mondiale de pétrole pourrait fortement ralentir d'ici à 2040, rendant cette ressource moins rentable qu'aujourd'hui. Face à cela, certains pays producteurs ont déjà commencé à préparer l'après-pétrole. Le Gabon, lui, fait face à un problème encore plus urgent. Un problème discret, presque silencieux, mais fondamental. Car pendant que le monde change, nous assistons à l'un des déclins les plus importants de notre histoire économique. Et pour comprendre, il faut parler d'un nom que chaque Gabonais devrait connaître, Rabi Kounga. Pour comprendre la situation actuelle du Gabon, il faut connaître un nom qui résume à lui seul toute l'histoire pétrolière, Rabi Kounga. Découvert en 1985 entre la province de Longoni et la Nyanga, ce champ pétrolier onshore a profondément marqué l'économie gabonaise. À son apogée, Rabi Kounga produisait jusqu'à 250 000 barils de pétrole par jour. À lui seul, il représentait près de la moitié de la production nationale. Pendant près de 20 ans, il a été un pilier de l'économie du pays. Il a généré des milliards de dollars de revenus pour l'État gabonais. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Rabi Kounga est en déclin naturel. Sa production est tombée à environ 28 000 barils par jour. C'est ce que les experts appellent un champ nature. Un champ dont le pic de production est définitivement derrière lui et qui ne se maintient que grâce à des techniques de récupération de plus en plus coûteuses. Et Rabi n'est pas un cas isolé. La majorité des cas pétroliers gabonais, comme Gamba,
Grandin, Torpille sont eux aussi arrivés à maturité. Les nouvelles découvertes, quand elles existent, sont plus petites, plus profondes, plus complexes et beaucoup plus chères à exploiter. En clair, le Gabon n'est plus un pays de grandes découvertes pétrolières. C'est désormais un pays qui gère des champs vieillissants. Le pétrole reste encore vital pour l'État. En 2024, il représenterait environ 39% des revenus budgétaires. Et la tendance est claire. Cette part diminue. La vraie question n'est donc pas de savoir si le pétrole gabonais finira par décliner. La question est de savoir comment le pays prépare l'après-pétrole. Cette transition demande une vision à long terme, une stratégie solide et surtout une décision immédiate, car l'heure est grave. Agir dans 10 ans, ce sera trop tard. Et voici le point le plus troublant. Il y a plus de 10 ans, le Gabon avait identifié une solution pour préparer cet après-pétrole. Une solution capable de sécuriser l'économie nationale et l'avenir du pays. Pour la comprendre, je dois maintenant vous parler d'un autre pays. Un pays qui, sur de nombreux points, ressemble étonnamment au Gabon, la Norvège. Déjà, il faut savoir une chose essentielle. Le Gabon et la Norvège partagent bien plus de points communs que l'on imagine. Bon, à part le fait que la Norvège n'a pas de joueurs comme Aubameyang. Mais plus sérieusement, la Norvège découvre son pétrole à la fin des années 60. Le Gabon dans les années 70-80. Avant le pétrole, les deux pays se ressemblent étonnamment. La Norvège vit principalement de la pêche, du bois et d'une agriculture pauvre. On repose sur le bois, l'agriculture et l'exportation de matières premières. Dans les deux cas, une faible base industrielle, une forte dépendance aux ressources naturelles et la nécessité de construire un État moderne avec peu d'outils économiques. Puis, le pétrole arrive comme un choc économique externe. Ni la Norvège, ni le Gabon n'étaient réellement prêts au pétrole. Un autre point commun majeur, la démographie. La Norvège compte environ 5,6 millions d'habitants pour une superficie de 385 000 km². Le Gabon, lui aussi, a une petite population et un vaste territoire. En théorie, cela signifie beaucoup de richesses à partager entre peu de citoyens. Mais c'est là que tout change. La Norvège a compris très tôt une vérité fondamentale. Le pétrole finira. Champs épuisables, déclin inévitable, dépendance dangereuse si elle n'est pas anticipée. Le Gabon, au contraire, a continué et continue encore aujourd'hui à s'appuyer sur le pétrole comme s'il était éternel. La Norvège, elle, a fait un choix décisif. Elle a créé un fonds sous-genre. Le principe est simple mais profondément visionnaire. Transformer une richesse temporaire en une sécurité durable. Les revenus du pétrole ne sont pas dépensés immédiatement. Ils sont placés dans un fonds public qui investit l'argent à l'étranger, dans des milliers d'entreprises internationales, de l'immobilier, des obligations d'État. Chaque année, le gouvernement norvégien n'utilise qu'une petite partie des rendements, jamais le capital. Cet argent finance les écoles, les hôpitaux, les retraites, les infrastructures, les services publics. Résultat, même lorsque le pétrole disparaîtra, le niveau de vie restera protégé. Aujourd'hui, le fonds souverain norvégien est le plus riche du monde. Il continue à croître grâce à des investissements mondiaux. C'est l'un des piliers qui explique pourquoi la Norvège est aujourd'hui l'un des pays les plus riches du monde par habitant. Ce choix a permis d'investir massivement dans les universités, la recherche, l'ingénierie, les énergies alternatives, le numérique et l'industrie maritime. La transition vers la paix pétrole n'a donc pas été subie, elle a été planifiée. Et vous savez quoi? Le Gabon avait décidé lui aussi de faire la même chose. Mais la suite ne va pas se passer aussi bien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le Gabon n'a pas totalement ignoré la question de l'après-pétrole. Au début des années 2010, le pays crée son fonds souverain. L'idée de départ est claire et pertinente. Transformer les revenus du pétrole en richesse durable, préparer l'après-pétrole, financer le développement du pays sur le long terme. Sur le papier, l'ambition est proche de celle de la Norvège. Alors, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné de la même manière?
Le problème ne vient pas du projet en lui-même, mais de sa mise en œuvre. Première différence majeure, la projection dans le temps. Contrairement au modèle norvégien, le fonds gabonais a souvent été utilisé pour répondre à des besoins budgétaires immédiats, au lieu d'être préservé et sanctuarisé pour préparer le futur. Deuxième problème, la gouvernance et la transparence. Pendant longtemps, les règles de gestion, les choix d'investissement, les performances réelles du fonds sont restées floues pour le public. Or, sans transparence, il est très difficile d'imposer une discipline financière durable. Troisième limite, la stratégie d'investissement. Le fonds souverain norvégien s'interdit d'investir dans des entreprises sur son propre territoire, afin d'éviter la malédiction des matières premières et les conflits politiques. Il investit massivement à l'étranger dans des entreprises cotées en bourse, comme Apple, Nvidia ou Microsoft, mais aussi dans l'immobilier et dans les obligations internationales. Alors que le fonds souverain du Gabon fait le choix inverse. Ces investissements sont restés majoritairement concentrés localement ou orientés vers des projets à retombées économiques incertains, au lieu d'être largement diversifiés à l'international pour lisser les risques et maximiser les rendements. Et enfin, le fonds n'a pas réussi à casser ni même à limiter la dépendance structurelle du pays au pétrole. Lorsque les prix du pétrole baissent, les recettes chutent. Le fonds souverain est presque automatiquement sollicité au lieu de jouer un rôle de stabilisateur économique. La différence fondamentale avec la Norvège est là. La Norvège sépare son fonds souverain de la politique quotidienne. Le Gabon, lui, a utilisé le sien comme un outil budgétaire pour répondre à des urgences politiques à court terme. Aujourd'hui, le fonds souverain du Gabon, géré par le Fonds gabonais d'investissement stratégique, finance principalement des projets concrets de diversification économique. Il soutient notamment des projets structurants comme la baie des Rois à Libreville, un vaste aménagement urbain devenu une zone d'investissement spéciale, avec des bureaux, des logements, des services et une attractivité accrue pour les investisseurs. Le fonds détient également des participations dans plusieurs secteurs stratégiques, réassurance, énergie, eau, électricité, télécommunications et garanties financières. L'objectif est clair, structurer l'économie et créer l'activité. Mais ici, la comparaison avec la Norvège devient réellement inquiétante. En Norvège, le fonds souverain a permis d'investir avant tout dans la personne. Des universités solides, la recherche, la formation professionnelle et la montée en compétences continues. Résultat, lorsque le pétrole déclinera, le pays disposera d'un capital humain capable de créer de la valeur ajoutée dans d'autres secteurs. Au Gabon, le fonds sert principalement à financer les infrastructures sans investissement équivalent et structuré dans la formation, l'enseignement technique et supérieur, l'employabilité à long terme. Dans ces conditions, la transition vers l'après-pétrole risque d'être incomplète. Le pétrole gabonais finira. Ce n'est pas une option, c'est une réalité économique. La vraie question est de savoir si le pays sera prêt quand le moment viendra. Si vous voulez comprendre ce qui se joue pour l'avenir du Gabon, abonnez-vous à Ndie Explore.